Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, la clôture de l'APEC. La réunion des dirigeants économiques de l'APEC s'est terminée jeudi. Les 21 économies membres ont préparé une déclaration commune sur la croissance économique. Les dirigeants ont fait savoir qu'ils avaient compris l'importance d'une communauté solide, intégrée et prospère au sein de la région. Ils ont ajouté que la vision de l'intégration pouvait permettre à tous les membres d'apprécier les fruits de la croissance économique et les avancées techniques. Alors que les indicateurs mettent en garde contre des incertitudes au niveau mondial, les membres de l'APEC se sont engagés à mettre sur pied des économies ouvertes grâce à un soutien complet et à des réformes structurelles ambitieuses. Les membres visent à obtenir des résultats positifs concernant l'économie, la société et l'environnement. Enfin, ils se sont engagés à approfondir la coopération financière et favoriser le développement des petites entreprises. Le président chinois Xi Jinping a donc terminé son séjour aux Philippines à l'occasion du sommet de l'APEC à Manille. Durant les discussions, il a appelé les 21 économies membres du forum à accentuer leur coopération gagnant-gagnant afin de réaliser une prospérité commune. Le président chinois a aussi déclaré que la Chine allait se concentrer sur la qualité et l'efficacité de sa propre croissance en se focalisant davantage sur la protection de l'environnement et sur l'ouverture au monde. Un nouveau sommet de l'APEC se termine pour le président chinois qui quitte Manille pour rentrer au pays. Reconnaissant les défis auxquels font face les pays de la région et du monde entier, il a appelé au renforcement du partenariat qui lie les économies du Pacifique. Il a dit que la région était toujours la locomotive de l'économie mondiale et a appelé les économies membres à utiliser la plateforme de l'APEC pour continuer à constituer la tête de pont de la croissance mondiale. La région Asie-Pacifique abrite 40% de la population mondiale, 48% du commerce mondial et 57% de la production mondiale. Alors comment accélérer l'intégration de ces différentes économies et réaliser un développement inclusif dans la région? Le président Xi a déclaré que la clé de la réussite dans ce domaine résidait dans la réforme et l'innovation. Il faut trouver de nouveaux moteurs de croissance et ouvrir encore davantage les économies. M. Xi a dit que la zone de libre-échange Asie-Pacifique, la FTAAP, doit être construite aussi vite que possible. Il a appelé les dirigeants de l'APEC à faire de ce rêve une réalité et il s'est fait l'avocat de davantage de connectivité au sein de la région Asie-Pacifique afin de lui insuffler plus de vitalité encore. Xi Jinping s'est adressé au sommet des PDG mercredi. Il a parlé de la croissance chinoise, disant que le pays connaissait une vague intense de réformes pour garantir son maintien au rang de locomotive de la croissance mondiale. Au cours des 3 premiers trimestres de l'année, l'économie chinoise a connu une croissance de 6,9%, contribuant à hauteur de 30% à la croissance mondiale. Une croissance qui est intervenue dans une économie de plus de 10 000 milliards de dollars. Xi Jinping a promis que la Chine allait accorder plus d'attention à la qualité et à l'efficacité de sa croissance, ainsi qu'à la protection de l'environnement et l'ouverture sur le monde. Il a enfin formulé le vœu de réaliser un environnement d'investissement ouvert, transparent et juste. Une économie transparente et connectée a été l'un des sujets les plus discutés lors du sommet de l'APEC de cette année. Les pays de la région Asie-Pacifique sont tous à la recherche de nouveaux moteurs de croissance pour améliorer leur niveau de connexion. Les experts estiment que les dépenses en infrastructure aideront à atteindre ce nouvel objectif fixé. Les investissements en infrastructure ont des effets considérables. En effet, un dollar investi en infrastructure permet d'investir 3 autres dollars supplémentaires dans d'autres domaines. Par ailleurs, un investissement de 3 milliards de dollars permet de créer plus de 18 000 emplois. Ainsi, à l'heure actuelle, le niveau des investissements en infrastructure dans la région Asie-Pacifique restera à un niveau élevé. Près de la moitié de la population mondiale vit dans la région d'Asie-Pacifique, qui représente également près de la moitié du commerce et de la production économique mondiale. Mais globalement, le niveau inégal des infrastructures demeure un des freins importants dans la croissance de la région. Selon la Banque asiatique de développement, les pays de la région Asie-Pacifique ont besoin chaque année d'environ 800 milliards de dollars pour financer la construction d'infrastructures intérieures et transfrontalières. Les analystes rappellent que la création de la Banque asiatique d'investissement en infrastructures servira de levier important
pour augmenter le niveau des liaisons, des échanges et de la coopération entre les différents pays de la région. Le forum de l'APEC s'est tenu alors que des craintes faisaient jour concernant l'impact économique et social du partenariat transpacifique. On craint notamment que le TPP ne provoque une inflation des prix des médicaments en protégeant davantage les laboratoires et que certains pays en développement, comme le Vietnam et le Pérou, ne puissent plus se les procurer. L'engagement de la Nouvelle-Zélande dans le partenariat transpacifique a été la cible de manifestations de la part de milliers de contestataires passionnés qui ne croient pas que les bénéfices économiques supposés de ce pacte sont suffisamment importants pour justifier une telle perte de souveraineté pour les pays qui y adhèrent. Dans ce cas, elle protège les multinationales les plus puissantes de la planète et ça ne semble pas juste du tout. On n'y dirait pas du tout un accord commercial équilibré. L'une des plus grandes inquiétudes exprimées concerne la protection des monopoles détenus par les compagnies pharmaceutiques. Les versions moins onéreuses des médicaments ne pourront être fabriquées pendant 8 ans après leur création. Les droits monopolistiques des compagnies pharmaceutiques vont provoquer une hausse des prix et cela veut dire que ceux qui en ont besoin ne pourront pas les payer. Un exemple, le nouveau médicament anti-hépatite C. Le docteur Freeman dit qu'il coûte 84 000 $ néo-zélandais, mais seulement 100 $ à produire. Ce qu'ils veulent, ce sont des monopoles plus longs sur leurs médicaments pour faire plus d'argent et paradoxalement, ils appellent ça un accord de libre-échange. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande tente de minimiser ces manifestations. Il dit que le TPP ne va pas changer le système de copyright actuel et que même si les coûts risquaient d'augmenter, les consommateurs bénéficieraient de subventions pour l'achat de ces médicaments. Toutefois, les agences d'aide internationales comme Oxfam, qui ont pour but de sortir les gens de la pauvreté, sont inquiètes de ce que des pays comme le Vietnam devront attendre 8 ans avant de bénéficier de médicaments génériques, comme les médicaments utiles contre le VIH. C'était les génériques qui permettaient aux pauvres de se soigner et d'éviter de transmettre le HIV à d'autres. Les manifestants disent que le long délai d'accès à des traitements onéreux de nouvelle génération contre le cancer, par exemple, équivalait à une peine de mort pour ceux qui ne peuvent pas se les offrir. Sans exagération, je pense que ça veut dire que les jeunes qui auraient dû avoir accès à ces médicaments et auraient dû survivre n'y auront pas accès et vont mourir. Le TPP devrait être officiellement signé l'année prochaine. Jusque-là, les manifestants disent vouloir continuer la lutte. Et autre sujet d'actualité, le procureur de la République de Paris a confirmé que le cerveau des attaques de Paris, Abdelhamid Abaoud, a été tué lors d'une opération policière tôt mercredi dans une banlieue du nord de la capitale française. Le bureau du procureur a expliqué dans une déclaration jeudi que le corps d'Abaoud a été trouvé près d'un immeuble à appartement visé par l'opération. Il a été identifié grâce à des échantillons de peau. Le militant belge de 28 ans était accusé d'avoir orchestré les attentats de Paris qui ont fait 129 morts. Des policiers lourdement armés ont fait irruption dans l'immeuble tôt mercredi. Des échanges de coups de feu ponctués d'explosions ont duré pendant 7 heures. Une femme que les policiers croient être la cousine d'Abaoud a actionné sa veste d'explosifs et s'est donné la mort. Le corps d'Abaoud a été retrouvé criblé de balles. Et le Premier ministre belge Charles Michel a annoncé une série de mesures antiterroristes suite aux attentats de Paris. On l'écoute. Une enveloppe supplémentaire de 400 millions d'euros est mobilisée dans le budget 2016 pour renforcer la capacité de nos services de sécurité à lutter contre le terrorisme. Nous voulons agir sur 4 axes. Le premier, c'est éradiquer les messages de haine et d'appel à la violence. Le deuxième, c'est concentrer les efforts spécialement sur les moyens sur les individus repérés comme potentiellement dangereux. Le troisième, c'est renforcer les moyens sécuritaires des services de sécurité. Et enfin, le quatrième, agir sur le plan international. Une source gouvernementale a déclaré lors du discours du Premier ministre belge Charles Michel que la police de Bruxelles réalisait une descente dans le quartier de Molenbeek.
Ce quartier était au centre des investigations la semaine dernière suite aux attentats de Paris. En effet, au moins 2 des terroristes vivaient dans ce quartier. Le président français François Hollande a déclaré que les attentats suicides à la bombe et les fusillades avaient été planifiés en Belgique. Charles Michel, quant à lui, accuse les cellules franco-belges. Il désavoue que les attentats ont été organisés en Belgique, disant ne pas accepter les critiques dénigrant les services de renseignement belges. Et en marge, la Chine vient de confirmer la mort de l'otage chinois qui était détenu par l'État islamique. Le ministère chinois des Affaires étrangères a condamné l'assassinat de Fan Jinghui et a rappelé que tous les efforts et les moyens avaient été déployés pour le secourir. Après l'enlèvement de Fan Jinghui, le gouvernement et le peuple chinois étaient très inquiets pour sa sécurité. Les autorités chinoises ont alors immédiatement activé les mécanismes d'urgence et ont mis en œuvre tous les moyens pour le secourir. Mais le groupe extrémiste est dépourvu de moralité humaine et il n'a pas hésité à sauvagement assassiner Fan Jinghui. Nous condamnons fermement ce crime contre l'humanité. Hong Lei a déclaré que le groupe État islamique est l'ennemi de toute l'humanité. Et la Chine allait continuer de renforcer sa coopération antiterroriste avec l'ensemble de la communauté internationale. Le groupe État islamique avait annoncé mercredi dernier sur son magazine en ligne Dabiq la mort de Fan Jinghui, un consultant indépendant de 50 ans originaire de Beijing, et celle de l'otage norvégien Ole Johan Grimsgaard Hofstad. L'État islamique n'a pas spécifié le moment et l'endroit où les 2 otages ont été exécutés. Le groupe terroriste a rappelé que les 2 hommes avaient été capturés au mois de septembre dernier et avait demandé une rançon pour leur libération. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition consacrée à l'actualité chinoise. Tout d'abord, le yuan chinois est devenu la seconde monnaie la plus utilisée dans les échanges commerciaux dans le monde et devrait faire son entrée dans le panier de monnaies de référence du SDR qui compte déjà le dollar américain, l'euro, le yen japonais et la livre sterling. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que cela allait perfectionner le système actuel et stabiliser la structure financière mondiale. Voici le siège de la Banque de Chine à Londres. Les traders procèdent à des transactions en yuan pour le monde entier, des transactions qui sont de plus en plus nombreuses. Nous avons eu par jour en moyenne 61 milliards de dollars en volume d'échange l'an dernier, soit beaucoup plus que les années précédentes. Londres va jouer un rôle important dans le processus de mondialisation du yuan. En plus du trading, plus de produits sont disponibles en yuan. Le mois dernier, le premier bon vert nominé en yuan à Londres a été introduit à la Bourse de Londres. Cela a remonté l'influence du yuan et a aussi fourni un instrument d'investissement pour le marché, spécialement quand les taux européens sont bas. Le bon sur un an a un retour de 3,1%, tandis que les eurobonds ont un retour de moins de 0,3%. C'est un contraste saisissant. Nos bons sont les meilleurs. De plus, l'usage grandissant du yuan pour les règlements interfrontaliers a apporté de nouvelles opportunités de financement et réduit les coûts des processus d'échange étrangers. Les entreprises disent que cela va apporter plus de croissance. La monnaie est en cours d'internationalisation. La Chine joue un rôle majeur dans l'économie mondiale. Ce n'est plus un pays isolé. Si la demande chinoise baisse, les exportations des autres pays s'écroulent. Les actions, qui sont propres à maintenir le rythme de croissance et à soutenir la consommation, sont toutes les bienvenues. Le Fonds monétaire international a dit la semaine dernière que le yuan possède les critères requis pour être inclus dans le panier des droits de tirage spéciaux, qui est un mécanisme permettant aux participants de renforcer leurs réserves en cas de besoin. Le président chinois Xi Jinping a salué l'initiative, disant qu'elle allait renforcer le système mondial et la stabilité financière. Le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine a organisé une conférence de presse portant sur les efforts pour combattre les changements climatiques. Xie Jianhua, spécial des affaires des changements climatiques, a rappelé que des progrès avaient été constatés à ce niveau. On l'écoute. Cette année marque la dernière année du 12e plan quinquennal, pendant lequel nous avons fait des progrès pour aborder les changements climatiques. Voici quelques statistiques.
Pendant cette période de 5 ans, les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB ont diminué de 6,1% sur une base annualisée pendant 2014. Et ils ont baissé de 15,8% en général depuis 2010. M. Xi a indiqué que la Chine a atteint son objectif fixé par le 12e plan quinquennal. Il a aussi mentionné la série d'objectifs de la Chine qui vont permettre de limiter les émissions polluantes. Beijing veut que les émissions de dioxyde de carbone atteignent un niveau maximal vers 2030, mais a dit que la Chine a l'intention d'essayer d'atteindre ces cibles plus tôt. La Chine a aussi promis de réduire les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB entre 60 à 65% du niveau de 2005 avant 2030 et d'augmenter la part des sources d'énergie renouvelables à environ 20% avant 2030. Le président chinois Xi Jinping a souligné au sommet des PDG de l'APEC que la Chine allait continuer à ouvrir son économie. Le secteur de l'assurance joue un rôle majeur dans cette politique d'ouverture, les compagnies d'assurance étrangères bénéficiant quasiment du même traitement que les compagnies locales. L'Australien In Xiaosong a été parmi les premiers assureurs à se lancer sur le marché chinois. Il est de fait un témoin privilégié de l'évolution du secteur chinois de l'assurance. Nous bénéficions désormais de quasiment le même traitement que les compagnies d'assurance locales, en particulier dans des domaines tels que l'assurance vie et l'assurance habitation, et également en termes de type de couverture, de région et de ligne de produits. Les différences s'amenuisent. Swiss Re fait partie des premières compagnies étrangères à s'être implantées sur le marché chinois. Elle est actuellement leader de la réassurance en Chine, où à ses yeux, la marge de développement est encore immense. Le rythme est l'un des caractéristiques. Le moteur de développement que nous avons eu ces dernières années n'est pas comparable avec celui des autres marchés. Il existe de nombreux marchés qui ont connu une forte croissance, mais pas à l'échelle de la Chine. Je peux vous donner plusieurs exemples si vous voulez. Nous avons déployé un système d'enregistrement en ligne et la semaine dernière, nous avons enregistré notre millionième transaction sur ce système. Et dans les autres marchés où nous avons ce système, cela se compte en milliers. Ça illustre bien la différence d'échelle et de demande également. Il nous revient de satisfaire cette demande. Les compagnies d'assurance étrangères ont depuis 2012 pleinement accès au marché de l'assurance automobile, ce qui a représenté un tournant après l'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. 56 compagnies d'assurance étrangères, originaires de 16 pays, se sont récemment implantées en Chine. Et ce mouvement semble loin d'être terminé. Une amitié depuis plus d'un demi-siècle. Une coopération à travers l'océan Indien. La Chine a raffermi ses liens avec ses partenaires africains. Voyageant à travers le continent, les reporters de CCTV vous racontent de nouvelles histoires de l'Afrique. Ces élèves congolais ont dentelle. Je me trouve à la gare de Voi. Couvrant sa vitalité, ses besoins et ses opportunités dans une nouvelle relation avec son partenaire oriental. Le secteur de la construction se porte bien en Afrique, mais le manque de matériaux de construction crée un goulot d'étranglement. Une nouvelle cimenterie construite par la Chine pourrait bien être la solution. Partons en Afrique du Sud, sur le site de Mamba Cement, découvrir comment cette invention a révolutionné la vie des Africains. Le lancement de l'usine Mamba Cement est vu comme un miracle en Afrique du Sud. Afin d'en assurer le bon fonctionnement, le directeur général de la cimenterie, Maji Chuan, prend sur lui d'inspecter quotidiennement les installations, alors qu'il pourrait tranquillement rester dans son bureau. Ma raconte que la construction de l'usine ne fut pas un dîner de gala, ce qui ne l'empêche pas d'afficher sa fierté en ramassant une poignée de matériaux à peine sortis de la machine, bien qu'ils soient encore brûlants. Cette usine a été construite conformément aux normes internationales du secteur. En général, une cimenterie n'est pas aussi propre. Les tests de production de la ligne se déroulent pour l'instant sans accroc. Et en plus, nous l'avons construite en 14 mois, soit 8 mois de moins que prévu.
L'usine se situe dans une zone inhabitée à quelques 200 km au nord-ouest de Johannesburg, une région où l'on trouve beaucoup de mambas. Un jour, on avait une réunion quand un serpent s'est approché de nous et tout le monde a fait un bond de 2 mètres de haut. Le serpent est entré dans ce grand excavateur, il y est resté pendant 4 jours. Alors avec le directeur, on s'est dit pourquoi ne pas appeler l'usine Mamba. L'usine est la première du genre sur le continent africain. Elle dispose d'une ligne de production complète et des technologies de protection environnementale et d'économie d'énergie les plus avancées. Alors ce qui était très impressionnant au début, c'est qu'il y a eu des lacunes au niveau du respect de nos lois environnementales de la part de la partie chinoise, mais nous sommes parvenus à régler le problème et aussi la barrière de la langue. Mais maintenant, je peux dire, après une année, que nous nous comprenons et que nous travaillons comme une vraie équipe. Et nous savons ce qui est attendu de nous. Le conseiller m'a dit qu'il était très rare qu'aucun incident grave ne se produise dans un tel projet. Il a même dit que si j'allais construire une autre usine, il me suivrait. Mamba Cement est la première usine construite à l'étranger par Jidong Development Group, une grosse société chinoise de matériaux de construction. Créée il y a plus d'un siècle, Jidong est victime du ralentissement du secteur immobilier chinois. Elle a donc décidé de rechercher de nouveaux débouchés et de proposer à ses clients africains le meilleur de son savoir-faire. Le financement international a été un plus. C'est le premier exemple dans le monde du cimenterie financé avec une garantie de rentabilité. Cela signifie que le projet doit être parfait. Il constitue une montée en gamme pour le secteur local. Et on nous a demandé de construire des usines similaires dans d'autres pays. Les récents développements en Afrique du Sud et sur tout le continent ont fait exploser la demande de matériaux de construction. Et l'offre peine à y répondre. Ce pays, pendant les 40 dernières années, a été dominé par un cartel du ciment qui a été soutenu par le gouvernement de manière légale ou illégale. Et cela a eu pour conséquence un ciment de basse qualité mais au prix élevé. Nous ne faisons pas partie du cartel, nous sommes un opérateur indépendant, donc nous allons produire du ciment au prix le plus bas possible et à la qualité la plus élevée possible quand nous allons vendre ici. Je constate une demande élevée pour ce ciment au niveau du marché local et je vois que les autres producteurs doivent copier ce que nous faisons et imposer le même produit. Cela va donc bénéficier au pays tout entier au niveau de l'offre et de la qualité. La cimenterie, qui sera pleinement opérationnelle d'ici la fin de l'année, est devenue un site incontournable dans les paysages sauvages de l'Afrique du Sud. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.